Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier qualité de l'air intérieur, quels enjeux, comment agir. Je suis Valérie Trivier d'Alter Bourgogne-Franche-Comté. Dans le cadre de l'ORECA, je suis en charge plus particulièrement de l'animation du site internet et je participe à la production des travaux. Pour l'animation de l'atelier, je suis accompagnée de Karine Vrel du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui sera plus particulièrement en charge du chat. Voilà, donc nous sommes ensemble jusqu'à midi à peu près pour échanger sur les enjeux de la qualité de l'air intérieur. Donc cet atelier fait suite, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, à la réalisation d'une vidéo sur ce thème, vidéo qui elle-même fait suite à une autre vidéo qu'on a fait il y a 2 ans sur la qualité de l'air extérieur en Bourgogne-Franche-Comté. Et cette vidéo se concluait par quid de l'air intérieur. Donc les partenaires de l'ORECA ont souhaité investiguer cette problématique qui est un enjeu de santé publique, mais également en interaction directe avec d'autres défis très actuels et très prégnants, comme les défis énergétiques, climatiques, économiques ou sociaux. Et en particulier dans les opérations de rénovation énergétique des bâtiments, où il va être primordial de pouvoir concilier performance énergétique et qualité de l'air intérieur pour assurer des espaces sains. Donc, vous le verrez, la Bourgogne-Franche-Comté montre quelques spécificités sur les produits et les polluants à surveiller. Donc, c'est une préoccupation majeure des collectivités qui ont un rôle à jouer et il nous a paru intéressant de montrer en fait comment agir. Donc, nous nous sommes entourés pour cet atelier de plusieurs expertises pour essayer de vous montrer la globalité des enjeux qui sont liés à la qualité de l'air intérieur. Donc, j'en profite pour remercier tous les intervenants qui ont bien voulu partager avec nous leurs connaissances et leurs expériences. Je vous présente rapidement le programme de l'atelier. Donc, nous allons visionner cette fameuse vidéo, 3 minutes pour comprendre la qualité de l'air intérieur. Puis, nous passerons à une présentation à plusieurs voix sur les enjeux de la qualité de l'air intérieur et les outils et réseaux au service des collectivités. Où là, nous aurons l'intervention de Hélène Tissot et Anne-Marie Bailly d'Atmo BFC, Élodie Ostroui de l'ARS BFC et Jean-Charles Biermé de l'Adréal. Puis, nous passerons au retour d'expérience en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, Monsieur Maya, maire de Tramail, nous exposera comment il a pris en compte la problématique radon dans une opération de rénovation globale d'un bâtiment ancien. Puis Mathieu Guillot et Gérald Riffiot du Grand Besançon Métropole reviendront sur comment appréhender la qualité de l'air intérieur dans les établissements d'accueil collectif d'enfants et des centres de loisirs. Donc, voilà pour le programme. Sachez que chacune de ces séquences va être poursuivie d'un temps d'échange d'environ 10 minutes. Donc, vous pouvez, au long des interventions, poser vos questions dans le chat en précisant votre nom pour qu'on puisse vous identifier. Et Karine Vrel s'en fera ensuite la porte-parole. Voilà pour le programme. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, on va démarrer la vidéo. Donc, son objectif, c'est de montrer les enjeux de la qualité de l'air intérieur avec la spécificité des enjeux locaux. Le script a été écrit avec la contribution technique des experts locaux du sujet pour pouvoir avoir des données et des informations les plus justes et les plus précises possibles. Donc, certains d'entre eux participent à cet atelier. Je pense que vous les reconnaîtrez. Donc, je lance la vidéo.
Voilà, donc vidéo 3 minutes pour comprendre la qualité de l'air intérieur. Du coup, on va enchaîner avec la présentation sur les enjeux de la qualité de l'air intérieur et les outils au réseau, service des collectivités, parce que c'est très complémentaire avec ce que vous venez de voir. Donc, sachez que vous avez toujours la possibilité de poser vos questions dans le chat. Et je laisse à présent la parole à nos experts de la qualité de l'air intérieur, chacun spécialiste dans son domaine, qui vont nous présenter ces enjeux. Donc, nous aurons successivement Élodie Ostrouy de l'Agence régionale de santé, Hélène Tissot d'Atmo Bourgogne-Franche-Comté, Jean-Charles Billermé de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et Anne-Marie Bailly d'Atmo BFC. Donc, je vous laisse la parole. Merci Valérie, bonjour à tous. Donc Élodie Ostrouy, l'Agence régionale Bourgogne-Franche-Comté. Nous allons vous présenter ce matin les enjeux de la qualité de l'air intérieur et les outils à la disposition des collectivités pour intégrer l'ensemble de ces enjeux. Donc c'est une présentation collective, vous allez nous entendre à tour de rôle. Et donc, je vais commencer par la diapo suivante sur les enjeux sanitaires, puisque vous l'avez vu dans la vidéo, la pollution de l'air intérieur peut impacter évidemment notre confort et notre santé et engendrer l'apparition ou l'aggravation de certains symptômes. Donc, ces symptômes vont dépendre de différents facteurs, de la nature des polluants, de leur présence dans notre environnement, de la dose que nous allons inhaler évidemment, de la durée d'exposition, mais également de nos caractéristiques intrinsèques, de nos modes de vie et de notre capital santé, puisque nous ne sommes pas tous égaux devant une même exposition aux polluants de l'air intérieur. Certaines populations sont plus vulnérables que d'autres. C'est le cas, par exemple, des personnes âgées qui ont des capacités respiratoires qui diminuent avec le temps. Nous avons également les nourrissons qui ont un système respiratoire encore en cours de développement après la naissance et sur plusieurs années après la naissance. Donc, ils sont plus fragiles à l'ensemble de ces polluants. Et puis, vous avez également d'autres populations qui, par leur mode de vie, peuvent également être davantage exposés. C'est le cas des fumeurs ou encore des sportifs qui, de par leur activité, eh bien, vont respirer des volumes d'air 5 à 10 fois plus importants qu'au repos et donc potentiellement plus de polluants. Donc, bien entendu, il faut continuer à pratiquer une activité sportive, mais si possible, dans des lieux qui disposent de moins de sources de polluants. Donc, les effets sur la santé peuvent être plus ou moins rapides, plus ou moins forts et plus ou moins réversibles. Donc, vous avez par exemple des effets d'irritation, de difficultés respiratoires au niveau de la sphère ORL, voire des maladies plus chroniques comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'asthme ou encore des cancers. Donc, les études épidémiologiques et les modélisations permettent d'estimer qu'en France, plus de 28 millions de nouveaux cas de pathologies liées à la qualité de l'air intérieur par an sont dénombrés et quasiment un tiers de la population française aujourd'hui est allergique. De plus, la pollution de l'air intérieur est considérée comme la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Donc, cela explique évidemment aujourd'hui l'importance de prévenir l'ensemble de ces enjeux sanitaires liés à la qualité de l'air intérieur. Diapo suivante. Donc, Hélène Tissot d'Atmo, je précise. Donc, la réglementation, du coup, non, slide d'avant, s'il vous plaît. Merci. Du coup, effectivement, vu l'enjeu sanitaire, il y a quand même une réglementation qui est mise en place et elle est portée par plusieurs codes. En effet, comme Élodie vous l'a montré, ça concerne vraiment tout le monde, mais aussi tous les bâtiments, logements, locaux de travail, écoles, etc. Donc, d'où le fait que ça soit porté par plusieurs codes pour vraiment que l'ensemble de ces corps soit couvert. Donc, la ventilation, elle est réglementée également avec des débits, que ce soit insufflés ou extraits définis, suivant le type de bâtiment et le type de personnes concernées. Il y a des préconisations qui sont variables, effectivement, voilà, selon ces personnes et ces bâtiments.
Tout d'abord, les travailleurs, au travers du Code du travail, eux sont soumis à l'exposition aux agents chimiques, mais aussi au risque radon. D'ailleurs, une collectivité, comme tout employeur, doit intégrer le risque radon dans son document unique d'évaluation des risques professionnels. Je laisse la parole à Jean-Charles. Oui, Jean-Charles Lirmet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Donc, certains établissements recevant du public ont effectivement une obligation de surveillance de la qualité de l'air intérieur. Ainsi, depuis 2018, pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, ainsi que pour les établissements d'enseignement du premier degré, depuis 2020 pour les établissements d'enseignement du second degré, et pour 2023, date qui pourrait être reportée à 2025 en fonction d'un projet de décret en Conseil d'État qui n'est pas encore publié. D'autres établissements, comme les piscines couvertes, seront soumis à ce même dispositif de surveillance. Ainsi, cette surveillance prévoit une évaluation des moyens d'aération qui doit être menée et conduire à un plan d'action et de prévention à appliquer dans chacun des établissements. Et le même décret donc, qui repousse la date a également pour vocation de renforcer cette surveillance en diminuant la périodicité des contrôles. De même, donc pour les ERP, c'est vrai qu'il y a une obligation aussi de surveillance du radon. Donc, dans toutes les communes qui sont en zone 3, c'est-à-dire à risque radon 3 élevé, c'est-à-dire de présence de radon potentiel dans le sous-sol, la mesure de radon est obligatoire dans certains établissements recevant du public, crèches, écoles, alors c'est un peu les mêmes, mais il y en a aussi d'autres, comme voilà, les thermes aussi, par exemple, ou les accueils de personnes âgées. Et dans les communes qui sont classées zone 1 et 2, c'est-à-dire avec un potentiel de risque dans le sol un peu moins élevé, la mesure peut être aussi obligatoire si les derniers résultats de mesure qui ont pu être faits dépassent les 300 becquerels par mètre cube, ce 300 becquerels qui est le niveau de référence réglementaire. Alors, le grand public a accès à l'air intérieur au travers de l'étiquette sur les émissions de composants présentes sur de nombreux produits de rénovation et de construction, et à l'information sur le risque radon au travers du document d'information communale sur les risques majeurs qui mentionne le risque radon, mais aussi d'autres risques tels que le risque inondation, le risque sismique. Je passe la parole pour la diapo suivante. Outre les aspects réglementaires, bien sûr, il y a aussi d'autres actions qui peuvent être menées par une collectivité. Alors, la vidéo, effectivement, a bien mentionné les 3 actions clés, agir à la source, ventiler et aérer. Et c'est vrai qu'au niveau, par exemple, agir à la source, on peut très bien travailler sur les produits d'entretien, essayer de modifier dans les marchés les produits qui sont choisis ou les produits utilisés par les prestataires extérieurs pour des produits écolabellisés, voire des recettes de grand-mère qui sont tout à fait efficaces et peu impactantes pour la qualité de l'air intérieur. On peut aussi choisir des matériaux de construction et de rénovation qui vont être écolabellisés. Donc, au travers de CCTP, par exemple, on peut intégrer ces préconisations. On peut essayer aussi de travailler sur les perturbateurs endocriniens, par exemple. Et on peut, lors de rénovation énergétique, et bien sûr, choisir,
apporter une attention toute particulière aussi à la ventilation pour ne pas dégrader, de partir d'une passoire et de l'étanchéifier, et puis après de ne pas se préoccuper suffisamment de la ventilation et de l'aération également, qui va induire de nombreuses problématiques en air intérieur, avec des moisissures, une accumulation de polluants ou un confinement malheureusement. Donc l'aspect ventilation est aussi majeur. Donc il y a des préconisations sur sa maintenance, etc., les nettoyages de bouche, changement de filtre, qui sont vraiment à suivre et à prendre en considération. Et pour les bâtiments plus anciens, ne pas oublier aussi qu'il y a une ventilation mécanique bien souvent et qu'il y a des bouches et qu'elles doivent fonctionner et être propres. Et l'aération, bien entendu, qui reste aussi un axe de sensibilisation facile à mener. Par exemple aussi en utilisant des capteurs CO2 pour bien se rendre compte du moment auquel on doit aérer par ouverture de fenêtre. Ces quelques minutes qui permettent de renouveler l'air intérieur, diminuer le taux de CO2, mais diminuer aussi le taux d'autres polluants qui peuvent être présents. Ça, la crise sanitaire nous a un petit peu aidés sur cette habitude d'aération, mais il faut bien entendu continuer ces bons gestes. On peut passer à la slide suivante. Merci. Alors, les collectivités ont également la possibilité de mener évidemment des politiques publiques globales à travers les différents plans et programmes qu'elles pilotent. Et ce travail finalement en synergie à travers ces différents leviers permet évidemment une action cohérente et adaptée aux besoins du territoire dans laquelle les enjeux de qualité de l'air intérieur peuvent tout à fait s'inscrire. Et c'est l'idée effectivement du schéma qui vous est présenté sur cette diapositive, puisque il est possible d'intégrer ces enjeux selon différents angles d'attaque, avec une approche plutôt santé dans le cadre des contrats locaux de santé par exemple, ou une approche plutôt qualité de l'air intérieur, habitat, logement, rénovation à travers le plan local habitat ou les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, ou encore le plan climat, air, énergie, territoire à travers la relation entre climat, air extérieur et air intérieur. Diapositive suivante, merci. Les collectivités ont également à leur disposition un très grand nombre de méthodes et d'outils au service de la qualité de l'air intérieur. Donc, on n'a pas listé évidemment tous les outils qui existent, mais l'idée est de vous en présenter quelques-uns et de vous rediriger vers les sites internet dédiés ou vers les pilotes de chacune de ces méthodes et chacun de ces outils le cas échéant. Donc, par exemple, vous avez la démarche bâtiment durable qui est portée par l'association Terragilis, et c'est une démarche qui a été créée par et pour les professionnels du bâtiment et qui a pour objectif d'accompagner et d'évaluer les opérations de construction et de réhabilitation en tenant compte des exigences d'un développement soutenable. Et donc, cette démarche intègre tout un volet sur les aspects confort et santé, dont évidemment la qualité de l'air intérieur. Vous avez également la méthode ECRIN, développée par l'ADEME, qui est une démarche qualité innovante de management de la qualité de l'air intérieur, avec une approche préventive de la santé dans le bâtiment. Et cette méthode permet d'intégrer les enjeux de la qualité de l'air intérieur à chaque étape de la vie d'un bâtiment, de sa conception à la phase de chantier, de réception et d'exploitation. Et elle repose notamment sur un travail collaboratif de l'ensemble des parties prenantes de ce projet. Vous avez également le programme RESET, qui est porté par le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Et alors, le nom RESET signifie Réseau des établissements de santé en transition, puisque son objectif est d'accompagner et de prodiguer un certain nombre de conseils en énergie et en qualité de l'air intérieur notamment aux établissements sanitaires et médico-sociaux qui souhaitent engager une démarche de transition énergétique et écologique. Les collectivités peuvent également mener des campagnes de mesurage du radon dans l'habitat en proposant aux administrations
du territoire volontaire, eh bien, la possibilité pour chacun de connaître son exposition à son domicile par le biais notamment d'une distribution gratuite de dosimètres radon. Et puis, vous avez également la plateforme Juradbat, qui est issue d'un partenariat franco-suisse, et je laisserai Anne-Marie Bailly vous en parler juste après. Mais sachez que c'est c'est un site internet dans lequel vous avez énormément d'informations sur la qualité de l'air intérieur, sur le radon, sur les méthodes de réalisation des mesures, un guide d'auto-évaluation vis-à-vis du radon et de nombreuses fiches techniques sur les travaux de remédiation possibles. Et je laisse la main à Anne-Marie Bailly pour le réseau Santé Environnement, Qualité de l'air intérieur et radon. Merci Élodie. Donc oui, Anne-Marie d'Atmo, Bourgogne-Franche-Comté. Donc effectivement, moi je suis plus particulièrement en charge de l'animation du réseau Santé Environnement, Qualité de l'air intérieur et radon. Alors c'est un grand nom, hein. On est en train de lui chercher un petit nom un peu plus sympa. On est en train de travailler au niveau du réseau. Donc en fait, pour cette dynamique collective, on part pas de rien en fait. C'est une démarche collective qui est déjà commencée vers 2011 environ, qui s'appelait à l'époque la démarche pluraliste radon, donc qui était essentiellement basée dans le Jura puis la Franche-Comté et portait essentiellement sur le radon. Ensuite, ça s'est élargi avec un projet Interreg, donc qui a permis de travailler sur tout l'arc jurassien et notamment avec un partenariat avec nos voisins suisses. Et ça aboutit effectivement à l'outil dont parlait Élodie tout de suite, donc la plateforme Juradbad, qui présente un certain nombre d'outils d'informations. Alors, effectivement, plus sur le radon au départ, puisque c'était l'origine de la démarche, mais qui s'est élargie à la qualité de l'air intérieur. Donc, vous avez des données, de la cartographie, des outils et effectivement un guide d'auto-évaluation qui vous permet de voir en fonction de la quantité de radon que vous avez dans votre maison, les gestes à faire pour remédier à cette problématique-là. Donc la volonté, c'était de poursuivre la dynamique et du coup, et surtout les travaux engagés, notamment la pérennisation de la plateforme Juradbat. Et c'était aussi d'ouvrir l'intervention du réseau au champ de la qualité de l'air intérieur, donc au-delà du radon, de travailler sur l'ensemble de la qualité de l'air intérieur. Et pour ça, il a été fait le choix aussi de nommer un pilote, donc Atmo Bourgogne-Franche-Comté, pour structurer l'ensemble et puis avoir un temps dédié à l'animation en fait des acteurs du réseau. Donc, le réseau aujourd'hui, il regroupe, on va dire, une soixantaine d'acteurs d'horizons vraiment différents. Donc, on a un certain nombre de collectivités sur l'ensemble de la région qui participent. On a aussi des services de l'État, des professionnels de santé, des professionnels du bâtiment et de la radioprotection, et puis bien sûr, tout secteur de la formation et de la recherche, puisque les deux universités, à la fois de Franche-Comté et de Fribourg, côté suisse, sont partenaires de la démarche depuis le début. On peut passer à la diapo suivante. Donc, en fait, au niveau des objectifs finalement et des missions du réseau, la première, c'est de fédérer les acteurs. Donc, c'est vraiment de mettre en synergie tous ces acteurs d'horizons différents et de les fédérer, si possible, dans la durée. Donc, à la fois des acteurs qui sont présents depuis l'origine de la démarche et de nouveaux acteurs qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et c'est aussi de partager des connaissances et des expériences à travers des temps dédiés pour ça, pouvoir aussi échanger entre pairs sur les problématiques que vous rencontrez sur ces thématiques-là de la QAI et du radon. Et in fine, quand même, l'objectif, c'est aussi de faire émerger en fait des actions concrètes liées à la qualité de l'air intérieur et au radon, qui soient en cohérence avec les orientations nationales et régionales. Donc là, on parle notamment du plan d'action radon ou du plan régional santé environnement, donc le PRSE 4, qui est en cours de finalisation. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc concrètement, au niveau à l'interne du réseau, ce qu'on est en train de faire, donc je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un travail aussi sur l'identité, c'est-à-dire se trouver un petit nom un petit peu plus sympa, un visuel aussi, et puis pouvoir après créer les documents qui vont bien, donc notamment des newsletters qui pourront être envoyés à l'ensemble des partenaires du réseau et des membres du réseau. Et on est aussi en train de travailler sur la co-construction de la feuille de route. Donc, c'est pas facile aujourd'hui de vous dire voilà quels vont être les axes de travail du réseau, puisque le choix qui a été fait, c'était de travailler avec les membres du réseau et de partir vraiment de vos besoins. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui pour pouvoir mettre en place des actions et voir du coup quels sont les effets leviers que pourrait jouer le réseau et donc quelle sera la feuille de route du réseau 2023. Donc, on a une réunion pour ça le 8 novembre à laquelle je sais certains d'entre vous vont participer. Et donc, plus largement, en fait, le rôle qu'on peut jouer, nous, à vos côtés, on n'est pas porteur d'action en tant que tel. Nous, on est vraiment un facilitateur, un catalyseur aussi d'expérience et d'action. Donc, on est là aussi pour partager des informations. Donc, on a parlé de Juradbat, mais il y a aussi des webinaires qui vont pouvoir être organisés.
On se retrouve également 2 à 3 fois par an, tous ensemble, pour partager aussi l'actu et voilà, les informations du réseau. Donc voilà, vous avez tout un tas d'outils qui vous permettent de vous informer sur ces sujets. On est là aussi pour répondre à vos questions et puis pouvoir vous orienter sur les bons partenaires au bon moment pour vous accompagner dans vos actions. Et puis croiser des regards et partager de l'expérience également avec nos partenaires suisses qui sont partie prenante de la démarche. Et puis enfin, relayer aussi les actions des membres du réseau et des partenaires du réseau. Et là, par exemple, on a la mise en place d'un diplôme universitaire qui devait démarrer en octobre, mais qui a priori va être reporté plutôt sur janvier 2023, qui va permettre aussi aux professionnels du bâtiment de se former sur toutes ces questions de la qualité de l'air intérieur et du radon. Donc, un partenariat avec les 2 universités, Franche-Comté et Suisse. Très bien, merci à tous les 4 pour cette présentation. Du coup, c'est le temps des échanges, donc je me tourne vers Karine. Peut-être qu'il y a déjà des questions dans le chat. Alors, merci Valérie, mais pour l'instant, donc nous n'avons encore pas de questions directement dans le chat. Dans l'attente justement que les questions émergent, je pense que les collectivités seraient peut-être intéressées pour savoir sur quels acteurs s'appuyer. Donc, Anne-Marie nous a présenté le réseau, mais peut-être qu'Hélène ou Élodie souhaitent compléter par d'autres acteurs sur le territoire auxquels ils peuvent répondre aux questions en fonction de leur domaine de compétences. Du coup, voilà. Vas-y, Hélène. Je vais parler pour moi. Donc sur Atmo Bourgogne-Franche-Comté, effectivement, il y a l'animation du réseau, mais il y a également un accompagnement des collectivités pour la mise en place de la réglementation air intérieur, où là, on va appuyer les collectivités sur comment déjà comprendre cette réglementation, comment essayer de la décrypter et puis comment l'appliquer au sein de la collectivité. Et puis, on est également certifié COFRAC pour faire des mesures air intérieur et aussi agréé pour les mesures de radon. Donc, on est aussi en capacité de faire les dépistages réglementaires radon, voilà, qui sont obligatoires dans de nombreux bâtiments. Donc, voilà, il n'y a aucun souci par rapport à tout ça. Merci Hélène. Et ça permet également de rappeler que le réseau Santé Environnement Qualité de l'air intérieur Radon a du coup une vision d'ensemble et un partenariat très large, ce qui fait que si vous n'arrivez pas à identifier le bon interlocuteur, vous pouvez solliciter le réseau qui vous orientera vers les bons acteurs. En complément de ce qui vous a été présenté, c'est vrai qu'on est assez nombreux, chacun dans nos domaines de compétences, à intervenir sur la qualité de l'air intérieur. Donc, sur la partie bâtiment professionnel, accompagnement des professionnels, vous avez donc, on a cité l'association Terragilis avec la démarche bâtiment durable. Vous avez évidemment l'ADEME, le pôle énergie, et puis, les fédérations évidemment, hein, les fédérations du bâtiment également qui participent à cette démarche pour intégrer les enjeux de la qualité de l'air intérieur dans les projets de construction et de rénovation. Vous avez également des collectivités pilotes auprès desquelles vous pouvez vous renseigner sur ce qui a été mis en place sur les territoires voisins. Sur les thématiques information, sensibilisation, qualité de l'air intérieur, perturbateurs endocriniens, vous avez également la Mutualité française qui participe, qui mène des actions auprès des professionnels de la petite enfance, des professionnels de l'habitat, des jeunes parents, etc. Vous avez aussi une activité de conseillers médicaux en environnement intérieur portée par la Mutualité française et le RAFT, le réseau d'allergologie en Franche-Comté, chacun sur son territoire et qui permet, sur prescription médicale, de pouvoir réaliser un audit de l'environnement intérieur de patients ayant des allergies, des pathologies respiratoires. Donc, il y a effectivement beaucoup de dispositifs, soit par une entrée santé, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ou des fiches actions dans le cadre des contrats locaux de santé avec à l'initiative des collectivités pour organiser des informations, des forums sur la qualité de l'air intérieur ou des actions plus ciblées sur la petite enfance, par exemple. Vous avez donc le monde du bâtiment avec l'ADEME, le pôle énergie, le CEREMA que je n'ai pas cité et que je remercie grandement d'ailleurs pour son implication tous les jours sur cette thématique de qualité de l'air intérieur et du radon.
Et puis, vous avez aussi d'autres actions plus grand public, hein, ou à destination de populations plus vulnérables, comme je l'ai cité tout à l'heure. Bon, je suis désolée, je pense que j'en oublie, hein, je n'ai pas cité tout le monde, mais je rappelle évidemment la possibilité de s'adresser au réseau éventuellement pour trouver le bon interlocuteur. Merci Elodie. Non, c'était un panorama, je pense, assez complet parce que c'est vrai que ça dépend du domaine de compétences de chacun et le CEREMA est un vrai acteur, c'est vrai, auprès des collectivités territoriales, justement sur toutes ces questions liées au bâtiment et aux problématiques énergétiques. Donc, nous n'avons toujours pas de questions dans le chat, donc j'espère que le sujet, en tout cas, suscitera peut-être des interrogations plus tard avec les retours d'expérience. Dans l'attente, si on est une collectivité et qu'on souhaite adhérer au réseau santé environnement QAI et Radon, comment fait-on? On s'adresse à Anne-Marie, à Atmo, à l'ARS. Merci Anne-Marie de pouvoir nous aiguiller sur ces questions-là. Merci Karine. Oui, effectivement, alors par rapport au réseau, en fait, aujourd'hui, vous avez simplement à prendre contact avec moi, alors que ce soit par mail ou téléphone, pour qu'on puisse en échanger, que je vous présente un petit peu plus la démarche dans son détail et les actions qu'on est en train de faire. Et ensuite, je vous ajoute à la mailing list et vous recevrez du coup toutes les informations qui sont liées au réseau. Alors pour l'instant, on n'a pas encore la newsletter, ça va venir. Et puis après, vous pourrez participer librement aux différents groupes de travail qui sont mis en place. Vous aurez toutes les informations pour ça. Donc, il n'y aura pas de souci pour rejoindre la dynamique de manière opérationnelle si vous le souhaitez. Merci Anne-Marie. Je rends la parole à Valérie pour la suite des présentations, n'ayant toujours pas encore de questions sur le chat. Très bien. Bon, c'est pas très grave, c'est que finalement, les interventions peut-être étaient très claires, donc c'est le bon côté de la chose. Sachez que vous avez toujours la possibilité de poser vos questions, même si elles reviennent après, on y répondra. Donc, du coup, on passe à la deuxième séquence de cet atelier. Donc, c'est les retours d'expérience. Donc, nous allons commencer par écouter Monsieur Maya, qui est maire de Tramail. Tramail est une commune rurale de Saône-et-Loire. Donc, c'est une commune emblématique pour tout ce qui concerne la transition écologique en milieu rural. Et comme le dit Monsieur Maya lors de notre préparation, c'est une commune qui n'est pas sensible à la hausse du prix de l'énergie, du coup. Donc, lors d'une opération de rénovation globale d'un bâtiment, Monsieur Maya a été sensibilisé à la problématique radon et il a décidé de s'en emparer. Donc, il va nous raconter comment. Monsieur Maya, je vous laisse partager votre écran. Je ne sais pas, j'espère que Monsieur Maya est toujours avec nous. Je suis toujours avec vous, il n'y a pas de souci. Merci. Je ne vous ai pas quitté. Très bien. Donc, merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation et pour ce partage effectivement d'expérience. Gestion du radon dans une rénovation globale. Donc, au niveau de la commune de Tramail, nous avons été confrontés à cette problématique. Alors, un tout petit rappel sur Tramail pour positionner entre Lyon et Dijon pour ceux qui ne connaîtraient pas, et puis dire qu'effectivement, on est bien engagé dans une démarche de territoire à énergie positive. Nous avons eu un premier sujet qui était le regroupement scolaire et nous avons fait un gros travail de rénovation globale sur une ancienne école pour faire notre regroupement scolaire. Alors, à l'époque, on parlait déjà, bien entendu, du radon, mais nous n'étions pas encore classés zone 3, donc nous n'avons pas fait d'études vraiment spécifiques sur le radon. Toutefois, nous avons bien regardé la qualité de l'air intérieur et nous avons essayé donc d'aller au mieux au niveau des exigences vis-à-vis de l'école. Cependant, dans le même temps, nous avons, alors là, vous avez le plan de financement de ce groupe scolaire, mais dans le même temps, nous avons aussi eu à travailler sur une réhabilitation d'une ancienne gendarmerie. Alors là, pour le coup, au niveau de cette ancienne gendarmerie, nous avons aussi fait des travaux de rénovation globale et nous avons essayé donc de bien travailler sur l'enveloppe énergétique. Et en travaillant sur l'enveloppe énergétique, comme ça a déjà été dit, eh bien, on va réduire les infiltrations d'air, on va être obligé de bien les contrôler, mais on risque aussi d'avoir des accumulations de gaz parce qu'on a des émanations de radon. Nous sommes classés en zone 3 au niveau de la commune de Tramail. Alors, cette rénovation est une rénovation très lourde que nous avons faite
Elle a nécessité des travaux importants d'isolation par l'extérieur avec des matériaux biosourcés. On a essayé de faire au mieux pour garantir, je dirais, un bon confort thermique aussi bien en été qu'en hiver. On a externalisé les circulations et nous avons essayé d'aller assez loin sur, par exemple, la production aussi d'énergie renouvelable. Néanmoins, dans ce projet, nous allions enfermer très clairement des gaz si on n'y prenait pas garde, parce que nous sommes avec de l'émanation de gaz radon sur notre territoire. C'est pour cela que nous avons fait appel au CEREMA pour faire un accompagnement sur ce chantier. Alors, c'est un accompagnement très complet, comme vous allez le voir, parce que le CEREMA est intervenu dès le début sur notre terrain pour faire des relevés déjà d'émanation de radon avant même les travaux et voir un petit peu ce à quoi on allait être confronté. Alors, on a eu de la part du CEREMA une bonne formation et information tant au niveau des élus, et il était grandement besoin d'en avoir, qu'au niveau aussi des entreprises et de la maîtrise d'œuvre. Ça a été un sujet d'essayer de mettre en évidence que nous avions un problème à traiter. Ces émanations de gaz peuvent être concentrées dans des appartements un peu trop, comment dire, fermés, un peu trop hermétiques. Et donc, il fallait faire attention à ne pas augmenter la densité de radon dans les appartements. Et donc, après avoir pris connaissance du fait que ce radon venait par le sol, eh bien, il a été prévu avec la maîtrise d'œuvre de faire des travaux de remédiation, tout d'abord, pour limiter ces émanations de radon et faire en sorte que l'on puisse stopper, si possible, ce radon avant qu'il ne rentre dans l'appartement. Alors, dans ce cas-là, eh bien, ce qu'il fallait bien faire attention, c'était au niveau de l'interface sol-appartement, essayer de faire une étanchéité au niveau de cette interface. C'est pour cela que le CEREMA est intervenu directement auprès de la maîtrise d'œuvre pour travailler sur l'élaboration des CCTP. Et je me souviens fort bien que, par exemple, le CEREMA a fait modifier au niveau de la maîtrise d'œuvre des CCTP sur le film plastique qu'on allait mettre au niveau du sol radié, entre guillemets, du sol de base, en disant, attention, le recouvrement de ce film n'est pas suffisant et en plus, il faut utiliser un scotch particulier pour assurer qu'il n'y ait pas d'infiltration. Donc, a fait des préconisations très, très nettes sur les CCTP. Tout ça pour essayer de limiter, d'empêcher l'entrée du radon dans l'appartement. Mais après, il faut aussi se dire qu'on ne va pas pouvoir mettre à zéro ce radon dans les appartements. Et donc, il faut aussi traiter le renouvellement de l'air. Et là, à nouveau, sur les CCTP, mais cette fois plus sur la partie ventilation, eh bien, il y a eu un travail important de la part du CEREMA pour imposer des choses sur les ouïes d'air, sur la ventilation, sur les portes, sur etc., sur beaucoup de, je dirais, de travaux qui devaient être faits. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que cet accompagnement du CEREMA a été très complet, puisque nous avons eu la chance qu'ils viennent former sur place à la fois la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, mais aussi les artisans. Ils nous ont fait des formations à Tramail en nous expliquant un peu ces problématiques radon et puis en nous montrant comment, par des travaux de remédiation, nous pouvions limiter les effets de ce radon dans le futur appartement.
Donc, ça a été un accompagnement vraiment très complet. Et durant toute la période de chantier, le CEREMA a fait un suivi complet pour essayer de faire en sorte que nous soyons dans des qualités optimales. Alors, le problème, c'est que les professionnels du bâtiment, eux, ne sont pas tous conscients, loin s'en faut, de ces problématiques. Et il faut vraiment, je dirais, bousculer un petit peu des façons de faire pour leur dire, attention, vous avez la nécessité de prendre en compte ce radon et vous pouvez, vous, par vos propres travaux, limiter ces émanations. J'insiste sur le fait que nous n'avions aucune obligation réglementaire, puisque nous étions dans le cadre de l'habitat, nous n'étions pas dans un cadre d'établissement recevant du public, mais néanmoins, nous avons souhaité faire une étude aussi complète que possible, sachant qu'en plus, on avait un gros avantage dans le corps de bâtiment de l'ancienne gendarmerie, c'est qu'on avait la moitié de l'ancienne gendarmerie qui était sur terre-plein, directement contact avec le sol, et une autre moitié de cette gendarmerie qui était sur cave voûtée, et donc avec des effets de ventilation en sous-sol. Donc ça permettait, en faisant des mesures un petit peu partout, eh bien, de faire du comparatif sur l'effet de ventilation de cette cave et de voir un petit peu ce qu'on pouvait en déduire. Alors cette démarche a été entre autres appuyée par l'Adréal, et je me permets de remercier vivement l'Adréal parce que c'est un peu grâce à elle que nous avons pu effectivement aller aussi loin. Nous avons eu le CEPN, les DDT, l'ARS qui nous ont aussi suivis et accompagnés dans toutes ces formations et informations. L'information s'est soldée au final par la réalisation d'un document, vous l'avez là sous les yeux, qui est en téléchargement sur notre site de travail. Et ce document, eh bien, il est à destination des usagers. Parce que le problème est aussi de dire qu'on va limiter autant que faire se peut les émanations de radon. Très bien, c'est une chose par les travaux. Mais ensuite, il y a la façon d'habiter le logement qui peut ou pas concentrer le radon si on ne ventile pas correctement, si on n'aère pas correctement. Et donc, il y a une fiche spécifique qui a été faite, comme vous le voyez, pour informer les usagers. Et nous avons fait un rendu auprès des usagers, sachant qu'ils étaient interpellés, puisque dans l'étude, eh bien, on leur avait dit, est-ce que nous pouvons, dans votre appartement tout neuf, que vous venez de louer, est-ce que nous pouvons venir faire des mesures de radon? Et là, évidemment, ça interpelle beaucoup parce qu'on commence à aller sur Internet et puis on va voir radon et puis on voit gaz radioactif. Oulala, où nous emmène le maire de la commune de Tramail? Il va nous mettre en radioactivité. Et donc, il était nécessaire de faire cette communication pour rassurer et pour dire que c'était justement pour bien prendre en compte les enjeux de santé que nous avons fait toutes ces démarches. Alors, nous avons eu des résultats qui ont été très intéressants et ces résultats, eh bien, on a pu les capitaliser dans des documents, dans des informations. Il y a eu des mesures en cours de chantier, il y a eu des mesures post-chantier, pré-chantier, post-chantier. Donc, on a eu énormément d'informations qui ont été apportées par toute cette étude. Et toutes ces informations, eh bien, permettent aussi à tous les acteurs d'obtenir une meilleure connaissance aussi du comportement, je dirais, de notre système de pollution, puisqu'il faut dire ce qu'il en est, pollution par le radon. Alors, comme vous le voyez, il y a eu des capteurs qui ont été placés vraiment partout. Il est à noter que les capteurs n'ont pas été placés qu'au rez-de-chaussée, mais qu'on a eu aussi des capteurs qui ont été positionnés dans les étages. Et c'était intéressant de placer ces capteurs dans les étages parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait en fait une remontée du radon par les murs de pierre périphériques.
Nous sommes dans le cas d'un bâtiment relativement ancien, en pierre, plus ou moins bien jointé. Et en fait, par ces mesures, on s'est rendu compte que le radon pouvait remonter dans les étages alors qu'on avait mis une étanchéité au niveau des dalles. Et donc, on a eu des résultats et on a pu rassurer tous nos résidents en leur disant « Ne vous inquiétez pas, vous êtes en dessous des seuils, dormez tranquille, braves gens ». Et ce que l'on voit ici, c'est que, comme il fallait quand même s'y attendre, les densités que nous avons au rez-de-chaussée sont quand même plus élevées qu'au premier étage et qu'au deuxième étage. Et donc, ceci nous a permis d'avoir une très, très bonne connaissance de ce chantier et d'avoir, eh bien, au niveau global, et quand je dis au niveau global, ce n'est pas que pour la municipalité, mais c'est aussi pour la maîtrise d'œuvre et c'est aussi pour les artisans, d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'il doit être fait. Alors, si je peux me permettre, ça c'est beaucoup de théorie. Dans la pratique, il est difficile de faire bouger les lignes, par exemple au niveau de certains artisans. Moi, j'ai encore le combat avec le menuisier qui refuse de détalonner les portes de communication entre la chambre et la cuisine. Pour eux, la porte, elle ne frotte pas, donc c'est très bien, ça suffit. Il n'a toujours pas compris qu'il était nécessaire d'avoir une circulation d'air de cette chambre vers la cuisine et que si on ne met pas cette circulation d'air, eh bien on peut, avec une bonne extraction dans la cuisine, ne pas extraire correctement dans la chambre et avoir une concentration de radon dans la chambre. Il n'a toujours pas compris. C'est difficile à faire comprendre ce qui doit être véritablement fait. Et il y a véritablement, je crois, de gros travaux à faire sur la formation. Alors, j'ai eu l'occasion d'être, il y a une quinzaine de jours dans les Ardennes et de voir un centre de formation d'apprentis avec une plateforme Praxibat. Et là, j'ai pu vérifier que l'information était bien donnée, que c'était donné correctement au niveau de ces apprentis. Maintenant, le problème, c'est l'inertie donc de tous nos anciens qui ont eu l'habitude de certaines pratiques. De même qu'il va aussi falloir que l'on fasse très attention aussi, nous, au suivi, et puis à l'entretien, nettoyage, dépoussiérage, pour que nous ayons une qualité qui reste constante au cours du temps. Donc, il y a aussi du travail à faire, il y a de la vigilance à apporter sur l'ensemble de ces appartements. Il y a une vigilance de la part des locataires, il y a une vigilance aussi de la part du propriétaire. Et donc, il faut que nous travaillions ensemble pour que ce logement, ces logements, restent tout à fait acceptables, sachant qu'on insiste bien sur le fait que en été, vous pouvez aérer, en hiver, ça sera plutôt la ventilation qui vous permettra de diminuer votre concentration radon. Alors, pour en conclure, eh bien, ces informations ont fait l'objet d'une publication lors d'un congrès national, comme vous le voyez ici, congrès national de radioprotection. Il y a vraiment eu, je crois, des travaux de recherche qui ont pu être faits grâce à ce chantier, avec des informations qui ont été un petit peu novatrices et donc qui méritent d'être communiquées. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation et je vais simplement dire que je remercie bien entendu tous les acteurs de ce genre de chantier. Alors, petite commune de 1000 habitants, on ne fait pas un chantier comme ça avec nos services administratifs, techniques et juridiques. Si nous n'avons pas l'appui d'acteurs extérieurs tels que le CAUE, l'agence technique départementale, le CEREMA, on ne pourra pas faire ce genre de réalisation, c'est très clair. De même que le financement, eh bien, merci aux collectivités territoriales, merci à l'État pour nous aider à mener à bien ce genre de projet qui va au-delà de la réglementation en cours. On est allé bien au-delà, aussi bien sur les aspects
thermique que sur les aspects qualité de l'air intérieur, mais donc ça représente un surcoût. Le surcoût est compensé justement grâce aux dotations que les collectivités peuvent nous apporter. Et donc, je tiens à bien les remercier. Voici pour cette présentation et je reste bien entendu en ligne pour d'éventuelles questions. Merci, Monsieur Maya. Alors justement, nous n'avons pas encore de questions dans le chat, mais je vous propose, comme nous avons un petit peu d'avance, que les questions puissent être posées en direct. C'est parfois plus simple. Et dans l'attente que les questions émergent, juste pour revenir sur un peu d'histoire, finalement, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes préoccupé de cette question du radon au niveau historique, finalement, parce qu'avant, le département de Saône-et-Loire était un département prioritaire. Et là, le changement de réglementation depuis 2018 est arrivé à l'échelle communale. Effectivement, vous étiez dans une commune fort à risque, mais on aurait pu finalement rester sur la même ligne du passé. Et justement, non, vous l'avez fait, vous avez été précurseur et vous avez montré qu'on pouvait le faire. Et après, nous enchaînerons sur les questions. Je vois des mains levées. Alors, comme j'ai essayé de le montrer, on a mené presque en simultané 2 chantiers importants, donc le regroupement scolaire et la rénovation de notre ancienne gendarmerie. Dans le cas du regroupement scolaire, le coût était déjà parti lorsqu'il y a eu le changement de réglementation sur la qualité de l'air intérieur et sur le radon en particulier, donc notre classement en zone 3. Donc, le chantier était déjà parti, mais par contre, effectivement, on a eu l'interpellation, entre autres, de la DREAL, des services de l'État, en disant, écoutez, c'est bien, vous faites un regroupement scolaire, mais il faut quand même bien regarder aussi les aspects qualité de l'air, même si vous avez déjà sélectionné vos entreprises, et même si vous avez déjà défini tous vos travaux, vous pourriez peut-être regarder. Et comme nous avions été un petit peu retardés au niveau de l'ancienne gendarmerie, eh bien on s'est dit, allons-y sur l'ancienne gendarmerie. Cette fois, on n'a pas encore fait la consultation des entreprises, donc on peut se permettre peut-être de regarder vraiment précisément ce qu'il en est au niveau d'un autre ensemble bâtimentaire. Je tiens à préciser que, en ce qui concerne le regroupement scolaire, nous n'avons pas fini les études avec ce regroupement scolaire sur la qualité de l'air intérieur, puisque actuellement, cette école fait partie d'un panel d'une vingtaine d'écoles en France. Alors, quand je dis école, ça va de l'école maternelle jusqu'aux universités, donc une vingtaine retenues dans le cadre du Hub QAI, CEREMA et autres, où pendant 2 années, il va y avoir des mesures complètes qui vont être faites. Alors, pour l'instant, les capteurs viennent d'être placés à l'école de Tramail. Pendant une grosse année, il va y avoir des mesures de différents polluants et bien entendu de taux de CO2, etc., un petit peu partout dans notre école. On va essayer d'apporter des éléments correctifs durant cette année en fonction des résultats de mesures, voir quelles sont les incidences de ces éléments correctifs sur la ventilation, sur l'aération, etc. L'idée étant d'essayer d'obtenir de bonnes pratiques généralisables et communicables à l'ensemble des établissements scolaires de France et de Navarre. Voilà. Donc, on continue, hein, très sincèrement, en lien avec le CEREMA, on continue sur ces chantiers. On est heureux de travailler avec le CEREMA. Je crois que le CEREMA est heureux d'avoir un territoire d'accueil, entre guillemets, mais je dirais que toutes les communes devraient s'y engager. D'ailleurs, je termine en disant qu'au niveau local, le radon n'a pas été traité qu'au niveau de Tramail, mais on a travaillé cela dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur les rénovations, cette fois de particuliers, pour sensibiliser les particuliers sur ces problèmes de radon, et aussi en lien avec le PETR, pour vraiment avoir des journées d'information, mais aussi des formations, etc. Enfin, il y a vraiment une dynamique locale là, qui s'est créée sur ces thématiques de qualité de l'air intérieur et radon. Merci, Monsieur Maya, pour tous ces compléments. Madame Charmoy, vous avez levé la main, je vous laisse la parole.
Oui, bonjour. Je suis animatrice d'un contrat local de santé dans le Nord-Franche-Comté, donc territoire Belfort-Montbéliard. C'est plus un partage de réflexion qu'une vraie question. C'est ce que moi j'entends dans cette présentation, c'est que au-delà de toutes les volontés que ça a mobilisées et de la volonté en tout cas très, très nette de vouloir regarder ce problème en face plutôt que de le laisser sous le tapis, parce que moi j'ai un peu parfois cette réaction-là sur le territoire, ça montre quand même que d'un point de vue technique, les solutions sont quand même complexes et que le radon voilà, est un gaz et qu'il se faufile. Quand on l'arrête d'un côté, il peut réapparaître de l'autre. Et moi, je sens cette inquiétude là auprès des collectivités que je mobilise en ce moment sur des mesures chez le particulier, parce qu'elles ont fait face à des mesures de radon dans des ERP et qu'en fait, les mesures de remédiation, ça ne marche pas toujours. Donc, je pense ça montre que voilà, c'est un sujet qui est complexe. Ça montre peut-être aussi ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des résistances aussi dans certains milieux et que tout le monde n'a pas encore saisi les enjeux et on a du mal à apporter peut-être les réponses techniques. Mais voilà, moi je suis en train de proposer des mesures chez le particulier et je sens voilà, qu'il y a des collectivités qui n'ont pas envie d'y aller parce que comme elles n'ont pas forcément réussi à trouver les réponses pour leur propre bâtiment, elles se disent comment on va être crédible et rassurant auprès du particulier, quoi. Alors, personnellement, enfin, j'aurais une réponse à apporter. Je pense qu'il faut vraiment se dire que les mesures de remédiation fonctionnent dans le cadre d'une rénovation globale. C'est-à-dire qu'effectivement, si on fait de la petite rénovation où on va toucher qu'une partie du chantier, etc., on va avoir des infiltrations. On va laisser passer plein de trucs ailleurs, etc. On n'arrivera pas à vraiment étanchéifier, entre guillemets, et limiter ces émanations. Par contre, dans le cas d'une rénovation globale, dès lors que c'est pris en compte dès le début, les travaux de remédiation ne sont pas des surcoûts. C'est simplement des préconisations, utilisation d'un scotch un petit peu particulier, remettre un petit peu plus de recouvrement sur des films plastiques, etc., faire attention aux percements et les soigner, etc. Donc, oui, il y a un petit surcoût, mais par rapport au chantier, c'est minime, c'est franchement minime, et ça donne des résultats. Ça donne des résultats. Les mesures qui ont été faites par le CEREMA étaient des mesures parfois ponctuelles, avec des appareils un petit peu sophistiqués qui permettaient de prendre en temps réel, je dirais, l'émanation de radon juste à certaines interfaces entre murs et sol, par exemple, etc. On voyait très clairement ce qui se passait et on voyait très clairement comment on pouvait y remédier. Donc, les travaux de remédiation existent, mais j'invite à faire, au niveau des collectivités en particulier, des travaux de rénovation globale pour vraiment obtenir de bons résultats. Merci, Monsieur Maya, pour ce complément. Et si je puis me permettre de rajouter aussi, lorsqu'il y a de l'accompagnement des particuliers, il faut vraiment anticiper les solutions d'accompagnement en amont, avant de lancer une campagne de mesures. Alors souvent, et heureusement pour beaucoup de situations, ce sont souvent des problèmes de renouvellement d'air ou d'investigation de sous-sol en termes d'habitat. Alors chaque problématique radon est propre à son bâtiment et à son site. Alors c'est là où est la difficulté et il y a une grosse partie analyse en fait du renouvellement d'air au sein du bâtiment pour comprendre d'où viennent les voies d'entrée du radon et comment il va s'y accumuler. Comme vous l'avez compris avec la présentation précédente, c'est une approche pluridisciplinaire. Là aussi, l'exercice est un peu plus difficile car on va faire du bâtiment, de la phénoménologie du radon, de la radioprotection et c'est en comprenant tous ces éléments qui nous permettent de trouver les bonnes solutions. Beaucoup de travaux ont été un peu menés en aveugle et c'est finalement ce que vous avez décrit. Lorsque vous faites des travaux d'un côté, comme c'est un gaz, il sort de l'autre. Et c'est là aussi où il est nécessaire d'avoir une approche globale pour
pour remédier correctement au radon. Peut-être qu'autour de la visio, d'autres personnes souhaitent intervenir justement pour apporter leur vision sur la problématique du radon. Comme nous avons un peu de temps, c'est tout à fait faisable. Et après, j'enchaînerai sur la question du chat. Bon, alors on va rester là. Donc, je reprends sur la question du chat. Donc, Madame Clément posait la question suivante. L'installation d'une ventilation mécanisée provoque une dépression qu'il s'agit de limiter. Pouvez-vous expliquer plus avant, paradoxe du système? Alors, si Madame Clément souhaite prendre la parole, vous pouvez en direct pour aller plus loin sur la formulation dans le chat, ou est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Très clairement, moi, ce que je peux dire, parce que je ne suis pas du tout formé à cela, mais à force de suivre des chantiers, je commence à comprendre certaines choses. Les histoires de ventilation, c'est complexe, certes, mais ça se calcule et ça se mesure. Et donc, on peut très bien assurer une ventilation correcte qui minimise aussi les déperditions énergétiques, parce que c'est souvent la problématique. Ah, mais oui, mais on nous demande de faire, je dirais, une étanchéité à l'air pour des problèmes thermiques, et puis après, on met une ventilation, c'est-à-dire qu'on va rejeter des calories à l'extérieur. Donc, mais cette ventilation, elle est de toute façon nécessaire, parce que nous avons des émanations nous-mêmes de gaz carbonique ou d'eau, etc. Et donc, on va avoir des problèmes d'humidité si on ne ventile pas correctement. Et cette ventilation, elle est nécessaire aussi parce que, comme on vient de le voir, on peut avoir des émanations de gaz, on peut aussi avoir des émanations, je dirais, dues aux meubles, etc. Donc, on est dans un environnement intérieur qui est relativement pollué. Et donc, il est nécessaire de l'assainir. Et pour cela, en particulier en période hivernale, la ventilation est indispensable. En période estivale, c'est le cas que nous avons au niveau de l'ancienne gendarmerie, on va plutôt préconiser l'aération, et en particulier l'aération nocturne, qui permettra aussi, dans ce genre de construction, de faire du rafraîchissement. Et donc, je dirais, il y a aussi des intérêts croisés qui peuvent apparaître dans ce genre, je dirais, de conduite de logement. Merci, Oui, Monsieur alors, Maya. je voulais Hélène peut compléter. Effectivement, donc ces questions de ventilation, alors c'est le CEREMA les plus au fait de ces questions-là. Bon, il y en a d'autres aussi, mais je sais que Ambre Marchand-Moury, qui est le contact privilégié, s'y connaît très bien. Si je peux apporter, nous, notre petite réponse à cette question, effectivement, la ventilation, comme l'a également dit Monsieur Maya, tout est une question de réglage. Effectivement, normalement, voilà, on peut jouer sur être aussi en surpression indirectement, là, pour éviter que le radon vienne. Effectivement, être en dépression peut être problématique quand on a d'une problématique radon, justement. Donc, et là, ça peut vouloir aussi dire qu'on a trop d'aspiration et pas assez d'entrée d'air. Donc, on peut aussi vérifier les entrées d'air, qu'elles soient présentes, bien dimensionnées par rapport à l'extraction qui est présente, et puis essayer de jouer sur cette pression. Alors, elle n'est pas effectivement gênante si on n'a pas de problème de radon, mais si on a un problème de radon, il faut bien entendu travailler sur cette ventilation pour plutôt la mettre en surpression. Et là, voilà, il y a des choses à faire, des réglages à faire, ou même des changements de ventilation des fois à prévoir dans le cadre de l'assainissement radon. Oui, Merci, Hélène, pour ce complément. Ce que je voulais effectivement mettre l'accent sur une situation paradoxale. À partir du schéma qui a été présenté au départ, en coupe, où on voit bien la circulation d'air théorique sur aspiration de la VMC, et avec un conduit qui communique entre les deux étages. Et comme M. Maillard l'a bien souligné,
c'est une situation qui est contradictoire, voire complexe, parce qu'il s'agit aussi de contrôler les déperditions thermiques. Et par ailleurs, la pollution. Donc, c'est une combinaison de réglages pour l'évacuation du radon ou éviter qu'il rentre et éviter les déperditions thermiques excessives et permettre une aération, une dépollution ponctuelle ou continue d'un local. Donc, on est dans une situation qui est finalement, comme Karine Vell l'a souligné, spécifique à chaque bâtiment. Cette problématique doit être absolument traitée en même temps qu'une approche sociologique et pédagogique des occupants, évidemment du personnel, des professionnels qui conçoivent le local ou l'habitat. Donc vraiment là, comment faire pour traiter cela de manière spécifique à chaque cas? Je pense que là, il y a vraiment un sujet, c'est compliqué. Merci Madame Clément pour votre intervention. Alors dans le chat, il y avait une remarque, une observation. Monsieur Flao signalait qu'il ne voyait pas bien clair sur la méthodologie à employer. Alors la méthodologie de mesurage, elle est claire. Aujourd'hui, on la maîtrise en termes de capteurs, d'évaluation du risque. Par contre, c'est l'anticipation de la réponse à laquelle il faut réfléchir. Pour les personnes qui sont autour de la visio, je pense qu'elles pourront peut-être compléter, hein, en fonction du type de bâtiment auquel vous pensez, si c'est un ERP, si c'est un habitat, on n'aura pas la même logique de réflexion, car il faudra se poser la question, quels moyens financiers pour financer les travaux de remédiation? Parce que déceler, identifier le problème, c'est une chose, y remédier, c'est une autre. Aujourd'hui, on a les connaissances techniques, on a une boîte à outils pour répondre à la problématique, mais souvent l'obstacle, et comme Madame Clément aussi l'a rappelé, il y a aussi une grosse question de pédagogie et d'accompagnement sur ces questions-là. C'est un risque naturel, donc il ne faut pas développer de l'éco-anxiété, car pour rappel, nous vivons tous sur une planète, mais c'est vraiment la façon de construire nos bâtiments qui peuvent avoir cet effet de cloche et d'accumulation de ce gaz radon. Donc, tout ça doit être vu dans une vision, l'appareil d'ensemble et une vision temporelle, c'est-à-dire qu'au-delà de la mesure, quels moyens mettons-nous en place pour financer les travaux de remédiation? Et tout ça, ça s'anticipe. Les acteurs autour de la visio seront là pour vous aider justement à trouver les bonnes réponses et mettre en place une véritable stratégie de prise en compte de ce risque naturel lors des travaux de rénovation énergétique. Il y avait également Monsieur Guillot qui avait levé la main. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole. Nous avons encore un petit peu d'avance, donc c'est tout à fait faisable. Oui, bonjour. Non, juste des précisions que je voulais apporter, mais Hélène Tissot l'a très bien fait juste avant moi, donc j'ai baissé la main. D'accord, eh bien merci. Alors, s'il y a d'autres questions, s'il n'y en a pas plutôt, bien je redonne la main à Valérie et nous allons pouvoir enchaîner sur la dernière présentation. Parfait, merci Karine et merci Monsieur Maya. Je vais du coup céder la parole aux représentants du Grand Besançon Métropole, donc Monsieur Guillot et Monsieur Gérald Riffiot, donc qui sont de la Direction générale des services techniques du Grand Besançon Métropole. Donc le Grand Besançon Métropole a impulsé une politique très volontaire sur les aspects santé, et messieurs Guillot et Riffiot vont nous expliquer comment ils s'en sont emparés dans leur mission, et en particulier sur le plan de rénovation des établissements d'accueil collectif et de la qualité de l'air intérieur. Voilà, c'est à vous si vous souhaitez partager votre écran. Oui. C'est bon, tout le monde a le début du slide? Oui, c'est parfait, en tout cas pour moi. Bonjour à toutes et tous.
Déjà, dans un premier temps, j'excuse Monsieur Riffieux qui est retenu pour d'autres impératifs ce matin et qui n'est pas encore sorti de réunion. Donc, il me laissera la parole seul pour cette présentation. Donc, dans la surveillance de la qualité de l'air dans les ERP, on va aborder plusieurs sujets, donc les obligations réglementaires que l'on a eues ces dernières années, le passage par les évaluations des moyens d'aération de chaque établissement, la politique préventive, la politique de surveillance, et ensuite on va aller plus sur des parties travaux, donc dans le cadre du plan de rénovation des écoles et des enjeux ultérieurs de construction. Donc, dans les obligations réglementaires, donc on a eu l'évaluation des moyens d'aération de chaque établissement. Donc ça va revenir tous les 7 ans. Et après, la collectivité avait le choix, soit de faire des mesures de qualité de l'air intérieur tous les 7 ans, ou alors de mettre en œuvre un programme d'action de prévention. Et c'était un choix qui avait déjà été anticipé les années antérieures dans différentes mises en œuvre d'entretien, de surveillance, de construction. Et donc, ce choix a été acté, entériné afin d'aller plus loin justement dans les mesures préventives. Donc, l'évaluation des moyens d'aération de chaque étabbissement, je salue au passage Hélène Tissot qui a accompagné notre collectivité pour ces différentes démarches qui se sont établies donc, dans les crèches, les écoles et les centres de loisirs. Donc, on voit que sur la collectivité, il y a quand même un nombre conséquent de bâtiments et donc de locaux à évaluer. Ce qui nous a amené à prendre des mesures assez importantes, justement du fait du périmètre qui a été choisi, donc les pièces dans lesquelles les enfants restaient 2 heures ou plus. Donc, sur la quantité d'établissements que nous avions, ça faisait un diagnostic assez conséquent et qui a nécessité effectivement le recrutement d'un agent qui a passé pendant les différentes étapes des établissements à évaluer, que ce soit les crèches, les écoles ou les centres de loisirs, qui a passé 80% de sa charge de travail sur des missions d'évaluation qu'on va voir juste après. Donc, sur cette évaluation, on a choisi un référentiel pour dire, quelle était par rapport à quoi on allait identifier ce qu'on allait évaluer. Et donc, on a choisi le règlement sanitaire départemental du Doubs, donc qui impose, en fonction des établissements, en fonction des locaux et des personnes, soit des débits de ventilation à respecter, soit des dimensions d'ouvrants à respecter en fonction de la nature de la pièce. Donc, ces relevés ont été faits dans toutes les pièces de tous les établissements. Je ne vais pas passer le slide. Vous ne pouvez pas passer la suivante, du coup, monsieur Guillaume? Là. Ah. Alors, je ne sais pas de quelle nature il est, je m'excuse. Je ne sais pas si c'est lié à la connexion. Est-ce que vous voulez que... Ah, ouais. Je vais essayer de relancer le partage, excusez-moi. D'accord, je vous en prie. Donc, là. Voilà, excusez-moi.
Donc, les vérifications sur site, ben voilà, c'était la présence dans chaque pièce de VMC ou d'ouvrant sur l'extérieur, les mesures de débit de ventilation, et dimension des ouvrants, que ce soit fenêtre, porte-fenêtre, que ce soit aussi le battant ou à la française. Et ben voilà, quel était l'état aussi de ces installations, que ce soit dans l'entretien de la ventilation ou dans la facilité de manœuvre des ouvrants par toute personne. Donc, ces diagnostics nous ont permis de mettre en valeur voilà, certaines non-conformités au règlement sanitaire départemental. Donc, on s'est aperçu qu'on avait plusieurs locaux, dortoirs, dans des crèches ou maternelles, où finalement la ventilation n'était pas suffisante parce que les ouvertures étaient limitées, ou la ventilation était limitée ou absente. Et donc, il a fallu, voilà, par rapport à ces diagnostics, établir des faisabilités, mettre en face un budget et planifier justement les travaux. En plus de cette évaluation qui est, on va dire, purement technique sur les fenêtres et la ventilation, on a fait un peu un complément d'études sur les pièces où on s'apercevait que, voilà, que la mise en conformité elle est assez compliquée, assez délicate, ou alors allait demander quand même de gros financements. Donc, on a accompagné aussi ces études par la réalisation de mesures de confinement qui nous permettaient de voir si on était vraiment éloigné ou non de ce que nous demandait la réglementation. Et ça a permis, voilà, dans certains cas, vraiment de limiter l'intervention sur les locaux. Par rapport, donc, ce diagnostic a permis voilà, de prendre conscience à la collectivité de la qualité des moyens d'aération qu'on avait dans l'établissement, dans chaque établissement, et justement de remédier aux quelques non-conformités qu'on a relevées. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même eu dans la collectivité une politique de prévention qui est bien présente, à la fois dans la construction des locaux et aussi dans l'utilisation des locaux. On va développer ça dans les slides, mais c'est réparti dans différentes directions. Donc, on a la direction architecture et bâtiment dans laquelle je fais partie, qui est vraiment sensibilisée dans la phase construction, réhabilitation des locaux. Donc, en lien avec voilà, le département logistique et sauvegarde. Alors, le département logistique et sauvegarde qui est en charge de l'achat, le renouvellement, la livraison de tous les mobiliers dans les locaux. Donc, on sait qu'ils sont le mobilier neuf peut être source de pollution dans les différents établissements. Donc, cette direction aussi a été sensibilisée, notamment au niveau des marchés publics et des procédures qu'elle peut avoir dans la livraison du mobilier. Et également, une sensibilisation dans les directions utilisatrices, que ce soit direction petite enfance, direction de l'éducation qui va gérer les écoles, et d'autres après directions, que ce soit sport ou vie des quartiers qui vont accueillir des enfants. Voilà, ces directions-là vont être plus sensibilisées voilà, sur l'aération naturelle des locaux, sur le choix de produits d'entretien, sur les moments où on peut faire les entretiens. Donc, cette politique de prévention, donc sur la construction des locaux, voilà, il y avait des choix à faire qui ont été faits depuis plusieurs années sur les matériaux de construction. Voilà, quelques exemples, les peintures, les revêtements de sol, notamment toutes les cols qu'il y a à l'intérieur. Donc, le choix du mobilier, c'était la direction logistique, le département logistique. Donc, voilà, dans les cahiers des charges, intégrer justement voilà, un mobilier le moins émissif possible. Et après, voilà, l'aération des locaux, c'est aussi
lors de l'utilisation des locaux, l'aération qui ont été évoquées par les précédentes interventions en cours d'utilisation, eh ben, c'est important aussi quand on livre du mobilier neuf, quand on livre des locaux neufs, d'avoir aussi ce temps d'aération pour justement permettre d'évacuer tous les polluants qui auraient pu être présents à des densités assez importantes lors de la construction ou de l'installation du mobilier, justement de pouvoir disparaître avec une qualité d'aération et surtout une bonne durée d'aération avant que les utilisateurs prennent en main les locaux. Dans la construction des locaux aussi, nous, dans les grandes salles à la ville de Besançon, le chauffage est principalement le renouvellement d'air fait par des CTA ou des ventilations double flux, donc qui permet donc d'apporter une filtration de l'air extérieur. Ça, notamment c'est assez pratique pour tout ce qui est pollen ou poussière, qui permet aussi le contrôle du CO2 à l'intérieur de ces locaux. Donc, c'est des salles où on peut se retrouver vite à saturation lors de réunions ou de conférences de 100 personnes. Ou alors, justement, le midi, le temps de restauration scolaire, où vous avez 100 enfants qui mangent en même temps dans des locaux qui peuvent être restreints également. Et ça permet également de maîtriser un peu les dépenses liées au chauffage. Donc, ces installations CTA, FMC, qui permettent de maîtriser un peu le renouvellement d'air et l'énergie qui est consommée par ces pièces, améliorent significativement quand même la sensation de bien-être dans ces locaux et les économies d'énergie. La politique de prévention dans l'utilisation des locaux, notamment, elle se fait dans un premier lieu sur l'entretien des locaux. Donc, on voit que le choix des produits d'entretien, les choix des horaires de ménage, la formation du personnel est importante sur ce sujet. Alors, que ce soit du personnel interne employé de la collectivité ou que ce soit des prestataires externes, ou alors il va falloir intégrer tous ces objectifs dans les cahiers des charges pour le recrutement des prestataires. Et également, l'aération des locaux. Donc, l'aération des locaux, ça passe aussi par une sensibilisation du personnel. Donc, les personnels qui encadrent les enfants de crèche, de maternelle, d'école élémentaire, ou alors les personnels de périscolaire qui accueillent les enfants, les vies des quartiers. C'est important d'avoir cette sensibilisation aux besoins de renouvellement d'air par l'aération journalière par les fenêtres, et que ça soit toutes les heures ou toutes les 2 heures en fonction du nombre de personnes, l'activité qui est faite dans les locaux. Et en appui à cette aération par les utilisateurs, il y a eu des capteurs de CO2 qui ont été distribués dans les écoles au mois de janvier-février, dans les écoles maternelles et primaires, afin justement de sensibiliser aussi les personnels et aussi les enfants avec ce capteur qui passe à l'orange, qui est ouvert quand le seuil de CO2 est bon, et qui passe à l'orange, voire au rouge en fonction de la saturation, et donc qui permet de sensibiliser les personnels enseignants d'un côté, mais aussi les enfants qui sont très curieux de ce sujet-là, et qui permet qu'en fonction de la couleur du capteur, ils disent maîtresse, maître, c'est le moment d'aérer la pièce. Donc c'était assez intéressant de voir également comment les plus jeunes s'emparaient du sujet. Donc la politique de surveillance, Besançon est également une ville avec présence de radon. Donc nous avons un service qui outre la régie des bâtiments, outre l'entretien des locaux dans tout domaine, surveille également la présence de radon ou non dans les établissements, donc par des relevés réglementaires.
mais aussi des relevés préventifs et surveillance sur les établissements qui nous ont déjà proposé des seuils assez élevés et qui, après des interventions correctives, ben voilà, il faut, comment dire, établir de la surveillance. Et ben voilà, des fois, parmi ces mesures de surveillance, eh bien, il y a aussi un petit panel de relevés supplémentaires qui sont faits, qui ne sont pas exigés par la réglementation, mais qui permet de prévenir ben, de la présence de radon dans des locaux qu'on peut avoir similaires. Alors, les locaux qu'on peut avoir similaires, c'est des salles de classe, par exemple, ou en crèche, des salles d'accueil qui sont sur des terre-pleins, où là, l'apparition de radon, bon, c'est assez difficile à, comment dire, à prévenir. Et donc, ben voilà, c'est assez important de faire ces relevés par rapport à d'autres établissements où ben voilà, on a beaucoup de vides sanitaires aussi en sous-sol des bâtiments. Et donc, le simple fait d'avoir des vides sanitaires bien ventilés ben, permet d'éviter la présence de radon dans les locaux qui accueillent les enfants à l'étage. La surveillance se fait aussi de la qualité de l'air. Alors, on a un bon indicateur parce qu'on a des instruments qui sont assez fiables sur le CO2. Et donc, finalement, le CO2 à lui seul nous indique les moments auxquels il faut renouveler l'air. On n'a pas d'autres indicateurs pour l'instant fiables sur les autres polluants qui peuvent être présents dans les locaux. Donc, le CO2 permet d'être suivi par des sondes qui nous donnent en direct la teneur avec une valeur très fiable. Et on instrumentalise de plus en plus les bâtiments au fur et à mesure qu'on installe la gestion technique de bâtiment. Donc, la gestion technique de bâtiment nous permet de gérer à distance notamment l'éclairage des bâtiments et d'autres process techniques qui sont liés au bâtiment. Et maintenant, voilà, on en profite pour maintenant poser des capteurs de CO2 et aller chercher l'information pour voir quel comportement il y a dans les classes par rapport à cette teneur et à cette concentration. Et on peut enregistrer aussi, donc c'est assez intéressant d'avoir des suivis à la journée ou à la semaine sur les concentrations de CO2 dans certaines pièces qui accueillent soit des enfants en crèche, que ce soit des salles d'activité ou des dortoirs, ou alors tout simplement des salles de classe. Donc je vous mets un slide où on a un peu juste une idée de supervision. Là, on met en test justement, on a mis en test ces instruments donc dans une crèche où on avait des capteurs de CO2 et de COV dans plusieurs pièces, mais aussi à l'extérieur pour pouvoir avoir la comparaison avec la qualité de l'air extérieur sur le CO2 sur les COV. Donc, bon, pour l'instant, le CO2 est assez fiable dans nos capteurs. Les COV sont beaucoup moins, on est bien plus réservé sur les informations que l'on a, sachant que voilà, l'évolution, elle peut être notamment en fonction de la température ou d'autres phénomènes. Donc voilà, on doit encore approfondir la fiabilité de ces capteurs-là. Mais les capteurs CO2 sont assez fiables et sont vraiment installés de plus en plus dans nos bâtiments afin de surveiller justement cette qualité de l'air et de pouvoir permettre après alors soit d'adapter la ventilation, soit d'adapter les comportements des personnes. Donc là aussi un exemple de courbe qui est relevé sur nos moyens, sur nos GTB. Je pourrais revenir après sur des questions techniques, mais voilà ce qu'aujourd'hui, voilà, la technologie et l'instrumentation peut permettre de faire, nous, dans les collectivités où il y a énormément de bâtiments à suivre. Alors avec justement différentes installations, hein, que ce soit du bâtiment rénové où on est déjà avec des systèmes double flux, la surveillance dans toutes les salles, et voilà d'autres écoles ou crèches qui n'ont pas eu
la chance d'être rénové encore actuellement, et donc on est encore sur des ouvertures de fenêtres, et ben voilà, ça va permettre d'arriver avec ces cours, de pouvoir sensibiliser le personnel et dire, ben voilà, peut-être qu'à tel moment de la journée, il sera intéressant d'aérer les pièces. Donc, actuellement, la ville de Besançon a développé un plan de rénovation énergétique des écoles assez important, avec des gros budgets qui ont été développés pour de la réhabilitation. Et justement, ces réhabilitations, eh ben, justement, nous permettent eh ben, d'installer ces renouvellements d'air par VMC et CTA dans les salles de classe. Parce que comme ça a été évoqué précédemment, mais voilà, l'isolation, le fait de rendre étanche le bâtiment pour qu'il soit plus performant au niveau thermique, là, demande également ben, de pallier le renouvellement d'air. Et pour créer le plus d'économies d'énergie possible, eh bien, c'est la ventilation double flux ou la CTA qui permet de bien maîtriser les dépenses d'énergie tout en assurant un bon renouvellement d'air des locaux. Donc, c'est là un peu l'innovation dans le sens où ben, ces procédés, justement, dans la collectivité, étaient uniquement présents dans les salles de classe, dans les salles de réunion, les salles de sport, les restaurations scolaires, toutes les grandes pièces qui accueillaient de nombreuses personnes. Et là, maintenant, ce procédé rentre dans les salles de classe afin justement d'assurer une bonne continuité du renouvellement d'air, une bonne qualité d'air pendant toute la journée dans ces établissements. On sait que voilà, 20 enfants ou 20 à 30 enfants dans une salle de classe, les taux de saturation peuvent être atteints très rapidement. Donc, on a eu des crèches qui ont déjà été lors de étapes de réhabilitation, donc qui ont déjà été équipées de ventilation double flux avec un suivi du CO2. Donc, le suivi du CO2 donc, va permettre d'adapter le débit de ventilation de la pièce. C'est-à-dire que, ben voilà, en fonction du débit de renouvellement d'air, on a quand même des déperditions. Et le fait d'adapter ce débit au CO2, aux besoins en CO2, ben voilà, va permettre justement que les seuils de CO2 soient plutôt stabilisés, parce que voilà, plus la teneur en CO2 de la pièce va augmenter, plus le débit de ventilation va augmenter justement afin de limiter la hausse de la concentration. Et également, ça nous permet ben voilà, d'avoir vraiment une main sur les économies d'énergie et sur le chauffage qu'on va devoir mettre en place dans ces locaux et limiter les déperditions au maximum. Donc, en école primaire, on a l'école du RER qui a eu une grosse réhabilitation ces dernières années et donc qui est équipée d'une ventilation double flux avec capteur CO2 dans chaque salle de classe, que ce soit maternelle, primaire ou restauration scolaire. Nous avons 4 écoles en cours de travaux avec 3 livraisons fin 2022 et une livraison mi-2023. Et dans la programmation, donc encore, nous avons 8 écoles et 3 crèches pour des livraisons en 2026. Donc là, dans toutes ces opérations de réhabilitation, ben voilà, on a vraiment de gros moyens sur l'isolation des locaux, mais aussi la ventilation, justement, qui va nous permettre également de développer notre GTB, avoir des pilotages à distance et va nous permettre d'effectuer également une surveillance à distance qui est assez intéressant. Malgré tout, nous construisons des bâtiments de plus en plus performants et le but aussi de passer au bâtiment passif, c'est qu'ils soient vraiment de moins en moins consommateurs d'énergie. Et ben, l'enjeu, c'est que le renouvellement d'air par ventilation double flux ou centrale de traitement d'air, va devenir un poste bien important de consommation d'électricité.
Et c'est de plus en plus remis en cause ce poste-là parce que voilà, ça va rester, ça va demeurer le poste le plus important qu'il va falloir essayer dans les années à venir de diminuer également. Et donc la réflexion, elle est d'essayer de revenir à de l'aération naturelle, tout en conservant le confort thermique et la bonne qualité d'air dans les locaux. Donc là, il y a des études et des enjeux sur les futures constructions pour essayer de se passer de la ventilation mécanique qui va devenir, voilà, qui est devenu maintenant dans les bâtiments très performants, ben ouais, un poste de consommation électrique important. Merci de votre attention. Donc voilà un peu les choses qui ont été faites dans notre collectivité au sein de la qualité de l'air. Mais voilà, j'ai un peu dévié sur la partie travaux et bâtiments parce que voilà, c'est vraiment un levier qui a été mis en place dans notre collectivité depuis quelques années et qui permet vraiment de garantir une bonne qualité d'air dans nos locaux et pour l'accueil des plus jeunes, quoi. Merci, Monsieur Guillot, pour cette présentation très enrichissante. Je sais qu'Hélène souhaite apporter un petit complément. Donc, Hélène, je te donne la parole. Merci. Oui, donc c'est vrai que voilà, je voulais apporter un complément par rapport aux capteurs et aux mesures de CO2. Juste voilà, une petite vigilance parce que vous êtes aussi sollicité par des commerciaux, etc. Donc bien faire attention à ce que vous achetez en termes de matériel. Même si le coût est attractif, il faut penser aussi à sa fiabilité au niveau de la mesure et à sa durabilité, ce qui n'est pas forcément le cas sur l'ensemble des microcapteurs qui sont vendus. Et en donnant aussi l'information, mais peut-être aussi Elodie la compléterait, sur les aides État qui existent encore qui ont été prolongées jusqu'à la fin de l'année pour l'achat de capteurs CO2, donc qui existent pour toute collectivité qui veut en acquérir. Donc, c'est un budget en fonction du nombre d'enfants, il me semble, par école. Et puis, donc, sur les autres microcapteurs également, vigilance, voilà, c'est très intéressant à utiliser effectivement pour aider notamment sur les composés organiques volatiles à voir effectivement les niveaux. Est-ce que c'est le ménage qui fait un pic de COV ou est-ce que c'est d'autres activités? Donc, c'est très intéressant au niveau du retour d'expérience et des actions qu'on peut mettre en œuvre après analyse de ces résultats. Attention aussi par rapport à la durabilité et aux données aussi qui peuvent être mises sur ces microcapteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a une valeur énorme que c'est la réalité du terrain. Il y a une incertitude assez importante sur ce type de capteur. Mais voilà, il faut plutôt voir les variations. Ça monte, ça descend, j'aère, ça descend de manière instantanée. Donc voilà, c'est utile pour cette partie-là. Et enfin, dernier petit point sur tout ce qui est appareil de mesure, et plutôt là dans le sens purificateur d'air, parce que c'est aussi une démarche commerciale importante ces temps-ci de vendre des purificateurs d'air. On ne vous en a pas encore parlé jusqu'à présent, donc vous avez vu qu'on a beaucoup de choses qui est possible de faire en termes de ventilation, d'aération, de choix des matériaux, de diminuer à la source. Donc on peut faire énormément de choses. Et c'est la priorité à faire sur ces 3 axes. Si vraiment tout ça ne marche pas et qu'il y a une pollution encore importante, éventuellement envisager cette partie purificateur d'air, mais ce sera vraiment quand on a été sûr qu'il y a une pollution, qu'on n'arrive pas à la traiter par d'autres moyens et aussi qu'il y a un enjeu sanitaire des fois avéré aussi dans des pièces avec un public où il y a des personnes qui sont malades ou autres. Effectivement, là, on peut envisager cette solution, mais ça ne doit pas être une solution d'assainissement de l'air en tant que tel. Merci. Merci Hélène pour ces compléments qui sont fort importants. Alors, concernant au niveau du chat, une remarque tout à fait pertinente de Madame Charmois qui signale que maîtrise de l'énergie, de la qualité de l'air, mais aussi du confort acoustique, c'est parfois contradictoire. On pourrait ajouter aussi des problématiques de sécurité incendie, où souvent on voit des espaces confinés pour les portes coupe-feu. Alors, cela semble contradictoire, mais en fait, c'est juste
plus complexe, car c'est une vision d'ensemble. Madame Austruy donc a complété en rappelant que les enjeux devaient être traités ensemble au regard du fonctionnement global du bâtiment, et c'est tout à fait ce qu'apporte la démarche bâtiment durable qui va intégrer un ensemble de critères de manière complémentaire et justement surtout pas en contradiction ou en opposition. Et Madame Clément a également complété que les différents critères vont donner aussi les priorités d'analyse et on doit prendre en compte les temporalités des interventions par rapport au contexte programmatique et au regard de la construction ou de la rénovation envisagée. Et c'est là où l'exercice effectivement se complique, car tout cela relève donc au maître d'ouvrage ou la collectivité dans ce cas-là. Alors, au niveau du chat, donc Monsieur Flao pose également la question, est-ce qu'il existe des bâtiments exemplaires qui fonctionnent qu'en aération naturelle? Est-ce que quelqu'un autour de la visio aurait connaissance ou des retours d'expérience à partager? Bon, nous partirons donc à l'enquête pour savoir s'il existe aujourd'hui des retours d'expérience avec bâtiments exemplaires. Oui, oui, juste pour compléter, parce qu'effectivement, j'ai pas de mon côté d'exemple en tête. Par contre, le CEREMA a créé un site internet qui s'appelle Expertise Territoire, dans lequel il partage les retours d'expérience justement de bâtiments avec des fonctionnements dédiés. Donc, peut-être qu'il y a sur ce site internet, dont je vais vous mettre le lien sur le chat, des éléments de réponse. Merci Elodie pour ce complément. Et justement, j'allais enchaîner avec le complément d'information sur le chat, notamment pour l'obtention des capteurs CO2 à destination des écoles, où il faut adresser la demande aux chargés de prévention au sein de chaque DSDEN au niveau de l'éducation nationale. Pour terminer, pour une dernière question pour Monsieur Guillot, lorsque vous avez travaillé avec les autres services ou même avec les entreprises intervenantes en période de travaux, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou est-ce que le message et les enjeux sanitaires associés à la problématique de la qualité de l'air intérieur, donc au sens global, hein, radon compris, est-ce que ça a été facile ou au contraire, est-ce qu'il a fallu une grosse démarche d'acculturation au sein de vos services et même au niveau des entreprises? L'acculturation, non, je pense que quand on parle de l'enjeu, tout le monde le comprend bien. Le point clé, c'est surtout la communication et pas oublier d'acteurs à chaque étape du projet. Et donc, je pense que dans les phases de diagnostic, que ce soit du bâtiment, des antécédents qu'on aurait pu avoir sur certains locaux par rapport au radon, mais aussi bien relever les besoins et la pratique des utilisateurs. Cela permet d'adapter vraiment les bonnes mesures en phase travaux. Mais c'est vraiment ne pas oublier d'acteurs, de pouvoir faire la synthèse de tous les besoins en amont afin de vraiment d'apporter la bonne réponse au bon moment. Mais ne pas oublier d'acteurs, c'est vraiment ne pas penser au mobilier une fois que les travaux sont finis en disant quel mobilier on va mettre et puis à quel moment. Voilà, ça doit être pris dès le début du projet. Mais à côté de cela, c'est une démarche qui est déjà prévue depuis longtemps dans les cahiers des charges auprès des directions qui sont chargées de l'achat du mobilier, de la distribution, de prendre les mobiliers le moins émissifs possible et donc de caler dans sa planification, avec la planification des travaux, la réception, le déballage en amont et vraiment l'installation au bon moment. Donc, c'est plus de l'organisation, on va dire, qui est difficile à mettre en œuvre en n'oubliant aucune personne et en planifiant bien les choses dès le début, que de la sensibilisation des personnes qui vont comprendre assez rapidement l'intérêt du bon renouvellement d'air. Merci pour ces compléments. Je pense que pourront servir à d'autres collectivités. Vraiment, l'anticipation et avoir une véritable politique de prévention, on voit que ça peut fonctionner. En tout cas, merci beaucoup. Valérie, je vois qu'il y a une dernière question. Donc une question de Madame Clément, avez-vous fait appel à un médecin conseil? Là-dessus, alors, en phase de travaux, non, je sais, après, c'est la direction hygiène santé, nous, avec
donc qui a aussi un médecin au sein de la ville, qui fixe aussi les caps et les orientations qui doivent être faites en termes de politique de qualité de l'air. Mais après, dans nos travaux, en phase d'études et d'application, non, on n'a pas forcément recours au médecin conseil, mais je pense que les directions qui utilisatrices des locaux, je crois qu'elles peuvent à tout moment nous se retourner vers la direction hygiène santé qui les oriente vers les bonnes personnes, vers les bons conseils si besoin. Et je pense que aussi dans la direction éducation et direction petite enfance, dans le choix des produits d'entretien qui sont utilisés par leur personnel, je crois qu'également aussi il y a du conseil de la part de la direction hygiène santé. Merci beaucoup. Voilà ce que j'ai à ma connaissance. Madame Clément posait aussi s'il y avait aussi avec des approches avec un sociologue ou l'aide d'un sociologue ou psychologue sur ces questions-là. À ma connaissance, non, pour l'instant. Je dis bien à ma connaissance. Eh bien, merci pour ces réponses très précises. Valérie, nous sommes parfaits dans le timing. Il est 11h56. Je vous relaisse la main pour le mot de la fin. Parfait, merci beaucoup. Et je remercie Monsieur Guillot, du coup, qui a assuré tout seul la présentation de son témoignage. Du coup, je reprends la main juste pour quelques mots de conclusion. Donc, je vais partager mon écran. Nous espérons que le sujet vous a intéressé et que cela vous a donné envie d'aller un peu plus loin. Donc, je tiens sincèrement à remercier tous les intervenants ainsi que Karine Vrel pour leur implication dans cet atelier. Merci aussi à tous les participants qui ont été très attentifs et qui, j'espère, ont appris beaucoup de choses sur le sujet. Sachez que vous retrouverez les replays de la rencontre et de l'ensemble de l'atelier sur le site internet de l'ORECA. Donc, vous en serez avertis. Donc, merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée.